Bonjour et bienvenue au balado d'Impôts Experts, vos impôts à votre façon. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés fiscales pour 2023 et pour en discuter avec nous autres cette année, c'est notre ami fidèle Jerry Vitoratos. Bonjour Jerry, comment ça va? Bonjour Ida, ça va bien? Comment ça va de ton bord? Oh, ça va bien. On continue, la saison d'impôts Ouais, arrive. on est là. On est dans la saison, là. On est en plein dans la saison d'impôts maintenant. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, là? C'est quoi Oh, ces changements-là que tu viens juste exactement. d'annoncer, là? Quels sont ces changements-là? OK, on va commencer avec le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une nouvelle maison ou d'une nouvelle propriété. Non, Ouais. première propriété, excuse-moi. Exactement. Ouais, ouais, c'est long, hein? C'est long. C'est long comme nombre de crédits, là. Ouais, de déduction cette fois. Oui, ouais, c'est long, là. Le CELIAP qu'on appelle. Donc, ça, c'est l'acronyme. Bon, C'est plus facile à dire s'il y a. oui, absolument. Puis je pense qu'on va continuer avec CELIAP, là, parce Oui, que j'ai pas envie de dire ça. Je pense que la moitié de ce balado là, va être juste moi de nommer le programme. Donc, on va dire CELIAP tout court. Donc, c'est quoi le CELIAP? Tout simplement, c'est un nouveau compte enregistré. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par enregistré? On veut dire vraiment, on veut dire, c'est au même niveau qu'un REER ou un CELI. Donc, les fonds que vous mettez dans ce type de compte-là enregistré sont on va dire, à l'abri de l'impôt. OK? Donc, si les fonds restent dans ces comptes-là, comme le REER et le CELI, ils ne sont pas imposés par le fisc, en d'autres mots, Revenu Canada et Revenu Québec. Donc, c'est un nouveau compte enregistré, comme le REER et le CELI. Puis, on voit que ça partage des caractéristiques des deux. Mais le but du CELIAP est très différent des deux autres comptes enregistrés. Le but, c'est de contribuer pour la mise de fonds, pour épargner pour la mise de fonds, OK, d'un achat de qu'est-ce que le gouvernement appelle une première habitation. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par première habitation? Le gouvernement veut dire dans ce cas-là que vous n'avez pas résidé dans une maison que vous étiez propriétaire dans les 4 dernières années. Donc, du moment que vous rencontrez cette règle-là, vous pouvez maintenant créer ce compte de CELIAP, qu'on appelle le CELIAP. OK? Et on peut commencer à épargner maintenant dans ce compte-là. Bon, c'est quoi l'avantage maintenant d'épargner dans le CELIAP pour la mise de fonds? Tu sais, par exemple, je pourrais utiliser le RAP avec le REER. Bon, c'est quoi l'avantage? Bon, premièrement, comme le REER, mes contributions sont déductibles d'impôts. Donc, quand je mets des contributions dans ce compte-là, je peux les déduire de mon revenu net autant au fédéral qu'au Québec. OK? Comme le REER. Bon, ma limite en termes de ces contributions-là, c'est fixé à 8 000 par année et 40 000 à vie. OK? Donc, ça, c'est mes limites pour ce compte CELIAP. Bon, de là maintenant, comme j'avais mentionné, quand vous mettez ces mises de fonds-là dans ce compte-là, ils sont à l'abri d'impôts. Le gouvernement, le fisc ne le touche plus. OK? Et là, ça peut s'élargir maintenant, ça peut augmenter à l'abri d'impôts. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive dans le cas où là, vous êtes prêt maintenant à acheter une maison, puis vous voulez utiliser ces épargnes-là pour la mise de fonds, OK, pour l'achat de cette première habitation, de cette première maison d'après le gouvernement, première habitation. Bon, quand vous allez faire le retrait de ce compte-là, comme avec le CELI cette fois, le retrait est sans impôt. Donc, le gouvernement ne vous impose pas, mais la condition, c'est qu'au moment que vous effectuez le retrait, c'est pour la mise de fonds, pour l'achat, encore une fois, de ce que le gouvernement appelle une première habitation, qui veut dire que vous n'avez pas résidé, encore une fois, dans une maison, que vous étiez le propriétaire durant les 4 dernières années. OK? Ça, c'est le critère de base. OK? Donc, vous voyez comment on voit les avantages. Là. On a la déduction du REER et on a le retrait sans imposition du CELI. On a quasiment le meilleur des deux mondes. OK? Donc, pour ceux qui pensent, oui, mais j'ai mon REER, OK? Puis peut-être que vous ne songez pas à acheter une maison, par exemple, avec le CELIAP ou peu importe, vous ne voulez pas acheter une maison, parce qu'on sait que les prix ont vraiment grimpé là, durant les dernières années avant l'augmentation des taux hypothécaires dernièrement, dans la dernière année, dans 2023. On sait que l'hausse des valeurs mobilières était fulgurante, OK, depuis la pandémie entre
2020 et 2022. Donc, peut-être que vous ne songez pas à acheter une maison. Mais l'avantage CELIAP, c'est que si vous êtes admissible, donc vous êtes, par exemple, locataire depuis ces dernières années, vous pouvez quand même utiliser le CELIAP. Peut-être, plus tard, vous allez changer d'avis et vous voulez acheter votre première habitation. On ne sait jamais, peut-être que... Mais, et on sait qu'avec la hausse des taux de prêts hypothécaires, on sait que le marché s'est refroidi pas mal là, présentement. OK? Donc, de tout moins, on a un plafond présentement des prix, de tout moins. Puis même dans quelques régions, on voit vraiment une baisse de prix. Donc, peut-être que là, vous allez rentrer dedans. Mais même si vous ne songez pas à acheter une maison, OK? Dans ce cas, si vous maximisez vos cotisations de REER, votre limite de REER, OK? Le CELIAP pourrait devenir comme un de facto extension de votre REER. Comment? Parce qu'on a 8 000 par année là-dedans. C'est parce que le gouvernement laisse des transferts entre le CELIAP et votre compte REER. Et dans ce cas-là, c'est ce qui va arriver si vous avez le compte pour au moins 15 ans. OK, et que vous n'avez pas acheté une première maison. Dans ce scénario-là, vous êtes obligé, dans ce cas-là, de prendre les fonds du CELIAP, de fermer votre compte et de le mettre dans votre compte REER. Donc, le CELIAP, il y a une expiration. OK? On ne peut pas dépasser un certain seuil. Habituellement, c'est 15 ans après la création du compte. OK? Ça c'est dans ce cas-là l'expiration de ce compte-là. On a aussi d'autres expirations. Par exemple, quand vous mettez une mise de fonds dans une maison, évidemment, là, vous fermez votre compte parce que vous avez retiré l'argent ou quand vous devenez 71 ans durant l'année. Et là, on ne peut plus maintenant contribuer. Et là, le CELIAP, on ne peut plus l'utiliser. Mais l'avantage là-dedans, c'est que je peux transférer du CELIAP à mon REER sans impôt et en plus, je n'affecte pas mon plafond de cotisation de REER. En plus. OK? Donc là, on peut le voir, même si vous ne songez pas à acheter une maison, si vous êtes admissible pour créer le compte CELIAP, qui veut dire au moment que vous allez le créer, vous êtes admissible à l'achat d'une première habitation, bien, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser, et vous maximisez vos cotisations de REER, bien là, vous pouvez utiliser le CELIAP pour une extension des REER, par exemple. OK? Et après ça, si vous n'achetez pas une maison, c'est correct, après 15 ans, vous le retransférez dans vos REER. Donc, ça, c'est un des avantages, un avantage très intéressant du CELIAP. OK? Autre commentaire à apporter, c'est le fait que j'avais mentionné que les limites de ce compte-là, c'est 8 000 par année et 40 000 à vie. Mais on peut seulement commencer à cumuler cette limite-là si vous allez créer un compte. Alors qu'avec les REER et le CELI, même si vous n'avez pas de compte REER, même si vous n'avez pas de compte CELI, votre plafond s'accumule à chaque année, même si vous n'avez pas de compte. Ce n'est pas le cas pour le CELIAP. Pour le CELIAP, on commence à accumuler notre plafond du moment qu'on va créer le compte. Donc, même si vous n'avez pas l'argent pour épargner dans ce type de compte-là, on vous recommande fortement quand même de créer le compte. Comme ça, vous pouvez commencer à accumuler votre limite. Question. Pour le REER, quand on a le droit de le mettre de l'argent dedans jusqu'à 60 jours après le début de l'année fiscale, de la prochaine année calendrier, je veux dire. Ça veut dire maintenant, si je fais une contribution au mois de février, elle est applicable pour l'année fiscale 2023. Est-ce que c'est la même chose pour celui du CELIAP? Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question parce qu'on sait, là, jusqu'à temps que vous allez voir notre balado présentement, ça devrait être vers mi-février qu'on va passer ce balado-là. On est dans la saison de REER parce qu'on sait que pour les REER, les contributions qu'on effectue dans les 60 premiers jours de l'année, puis là, faites attention cette année, c'est le 29 février, votre date limite pour les REER. Ce n'est pas le 1er mars comme à l'habitude. OK? Donc, faites attention à cause de l'année qu'on a cette année. C'est une année bissextile. Oui, exactement. OK? Donc, à cause de cela, c'est toujours 60 premiers jours de l'année qui veut dire votre date limite, c'est le 29 février et non pas le 1er mars. Faites attention là-dessus. OK? Donc, pour les REER, si je fais ces contributions-là dans les 60 premiers jours de l'année calendrier, dans notre exemple 2024, qu'on se retrouve, bien, ces contributions-là, on peut les déduire en 2023. Ça compte comme des contributions pour 2020, pour la déclaration de revenus 2023. OK?
Ce n'est pas le cas pour le CELIAP, malheureusement. Pour le CELIAP, c'est seulement les contributions de l'année calendrier qui vont importer, qui veut dire que vous avez eu jusqu'au 31 décembre 2023 pour contribuer à votre CELIAP et pour les déduire pour l'année 2023. Et ça va être le même concept pour 2024. Pour 2024, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour effectuer vos contributions et ces contributions-là vont compter pour l'année 2024. Donc, faites attention là-dessus. La règle est différente entre le REER et le CELIAP. OK? Donc, si vous avez d'autres... Donc, évidemment, on a publié un article de blog avec beaucoup de détails sur ce programme-là. Donc, si vous allez regarder vers le bas dans la description de ce balado, que vous soyez à YouTube ou que vous nous entendez seulement par Apple Podcast, par Google Podcast, etc., ou iHeartRadio, ou peu importe, OK? On va vous donner un lien à notre article sur les changements de la déclaration de revenus et dans cet article-là, on vous donne un lien directement à notre article de blog sur notre site impoexpert.ca dont on vous donne la panoplie de tous les détails, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le compte CELIAP. Excellent. Maintenant, on passe au prochain sujet, c'est l'allocation canadienne pour les travailleurs. Ce n'est pas nouveau, mais il y a des modifications. Oui, du côté, moi je dirais administratif, on va dire. OK? Donc, le crédit n'a pas changé. Ça fait plusieurs années qu'on a ce crédit-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un crédit remboursable sur la déclaration de revenus fédérale. OK? Qu'est-ce qu'on veut dire par crédit remboursable? On veut dire que le gouvernement va vous rembourser ce crédit-là, peu importe si vous êtes imposable. Donc, même si vous n'êtes pas imposable sur votre déclaration de revenus, vous n'avez aucun impôt fédéral à payer. Si vous êtes admissible à ce crédit-là, comme il est remboursable, le gouvernement va vous rembourser carrément ce crédit-là. Ils vont vous le donner quand même en main, OK, ce crédit-là. Bon, c'est quoi ce crédit? C'est orienté vers les particuliers qui vont embarquer dans le marché du travail pour vous donner un incitatif de continuer dans le marché du travail. Exemple, je suis un étudiant, j'ai gradué et là, j'embarque maintenant dans le marché du travail, mais je n'ai pas gagné beaucoup de revenus jusqu'à maintenant. Le gouvernement va me donner un crédit additionnel pour le fait que j'ai un revenu d'emploi et que je me retrouve en dessous d'un certain seuil qui n'est pas haut. Donc, c'est vraiment pour les particuliers à bas revenus qui ont un revenu de travail. OK? Le même principe pour quelqu'un qui est sur le bien-être social, par exemple. Donc, si vous êtes dans un... Si vous avez récolté d'un programme de bien-être social et là, vous avez fait la transition au marché du travail, mais vous n'avez pas gagné un gros revenu jusqu'à maintenant, bien, c'est pour aider dans cette transition-là. Le gouvernement va vous donner un crédit remboursable. Et évidemment, le crédit, c'est progressif dans le sens où le plus que vous gagnez en termes de revenus d'emploi et revenus en général, le moins de crédit que vous allez avoir jusqu'à temps que vous atteigniez un certain seuil de revenus. Et là, le gouvernement va enlever le crédit carrément. OK? Donc, c'est ça, ce crédit, l'allocation canadienne pour les travailleurs. Donc, on a un programme équivalent au Québec qui est là depuis encore plus longtemps, qui était la prime au travail. Puis c'est le même concept exactement. OK? Donc, les deux gouvernement, on donne des incitatifs tout simplement pour que les personnes qui sont à bas revenus, qui travaillent, de les encourager de continuer à travailler. Comme ça, parce qu'ils vont récolter ce crédit-là pour les aider. OK? Rester dans le marché du travail. C'est ça le but du programme. Bon, c'est quoi le changement maintenant? Le changement, tout simplement, c'est le fait que le gouvernement va verser ce crédit de façon anticipée. Comme au Québec. Le Québec, ils ont déjà ce programme-là depuis plusieurs années. Au fédéral, ils vont faire la même chose, mais seulement pour la moitié du crédit, qui veut dire que de façon anticipée, vous allez être capable de réclamer le crédit en avance. OK? Et le gouvernement l'a fait depuis juillet 2023 et a versé la moitié du crédit pour les contribuables qui étaient admissibles en 2022. Ils l'ont versé de façon anticipée en des versements trimestriels à partir de juillet 2023 pour le crédit de 2023. OK? Donc, au lieu d'attendre de produire la déclaration de revenus pour récolter votre crédit, le gouvernement a tout simplement versé la moitié de ce crédit de façon anticipée dans des versements trimestriels. Donc, c'était le juillet, octobre 2023 et janvier 2024 qu'ils ont versé ces montants-là. C'est d'application automatique. Il n'y avait rien à faire. Si tu étais admissible en 2022, le gouvernement a commencé à vous verser ces montants-là en 2023. Bon, qu'est-ce qui arrive maintenant quand vous allez déclarer votre déclaration de revenus? C'est que
vous allez recalculer votre crédit parce qu'il y a une annexe 6 sur la déclaration de revenus pour déterminer le montant que vous êtes admissible. OK? Donc, le gouvernement va vous envoyer un feuillet pour vous indiquer le montant que vous avez reçu de façon anticipée. Et là, vous allez faire une conciliation sur votre déclaration de revenus. Vous allez déterminer si le gouvernement vous a trop versé ou si le gouvernement ne vous a pas assez versé. Dans ce cas-là, dans la déclaration de revenus. Parce qu'évidemment, à partir entre 2022 et 2023, votre situation peut changer. Exemple, moi, j'étais étudiant, j'ai embarqué pour la première fois en 2022 dans le marché du travail, j'ai travaillé un peu, j'ai gagné un peu de revenus, j'étais admissible au crédit. Là, en 2023, j'ai reçu une promotion dans mon emploi. Là, mon revenu vient juste d'augmenter de façon significative. Donc, dans ces cas-là, évidemment, comme je l'avais mentionné, le crédit est progressif. Donc, le plus que je gagne, le moins que je reçois. Donc, mais le gouvernement va baser le versement anticipé sur ta situation en 2022. OK? Donc, c'est sûr, il y aurait des différences entre qu'est-ce que le gouvernement a calculé et qu'est-ce que vous devriez recevoir. Et c'est pour cela que vous allez produire l'annexe 6 avec le feuillet que le gouvernement va vous envoyer, qui est le RC 210, si je me souviens bien. Et finalement, vous allez faire la conciliation entre les deux, donc le comparatif, en d'autres mots. Et si vous avez trop versé, si vous ont trop versé, vous allez payer la différence. S'ils ne vous ont pas assez versé, c'est eux qui vont vous verser la différence. OK. Maintenant, on passe au prochain, que je pense que c'est quelque chose de nouveau pour cette année. La règle sur les reventes précipitées des biens immobiliers résidentiels. Ça, c'est nouveau. Oui, absolument. Bien, on va dire nouveau dans la loi, grosso modo, mais en termes administratifs, le gouvernement appliquait cette règle-là déjà. OK? Donc, par exemple, il y avait beaucoup de personnes depuis plusieurs années, et particulièrement entre 2020 et 2022, là, où on avait vu l'augmentation fulgurante des prix immobiliers, là, dont ils s'achetaient des maisons, la gardaient peut-être un mois, puis la revendaient après à profit. OK? Et là, qu'est-ce qui arrivait? C'était avantageux de faire ça parce que le gain en capital sur un immeuble, c'est seulement imposable à 50 %, qui veut dire que le profit que vous avez sur la revente de cet immeuble-là, vous allez vous imposer seulement sur la moitié du profit et non pas le montant au complet, parce que c'est ce qu'on appelle le taux d'inclusion pour le gain en capital. Okay? C'est le concept qu'on a fiscal. Okay? Donc, le gouvernement appliquait cette règle-là, mais il s'était pas écrit directement dans la loi. Donc, pour ceux qui faisaient ces reventes précipitées plusieurs fois dans l'année, ou les faisaient depuis plusieurs années, le gouvernement les considérait comme des entrepreneurs, okay, comme un revenu d'entreprise, et là, les imposait à 100 %. Là, le gouvernement, maintenant, l'a écrit carrément dans la loi. Okay? Ce concept, cet aspect administratif qu'ils appliquaient pour certains contribuables. Donc, dorénavant, si vous achetez un immeuble résidentiel et vous la revendez à moins de 12 mois après que vous l'avez acheté, là, vous déclenchez cette nouvelle règle-là. Et la règle, c'est quoi? Tout simplement, alors qu'habituellement, pour cet immeuble-là, vous déclarez seulement la moitié du profit que vous avez gagné pour la vente de cet immeuble-là. Donc, prenons des exemples. J'avais un immeuble à 200 000, je l'achète à 200 000 dans l'année, et 2 mois plus tard, j'ai quelqu'un qui vient me voir et me dit « Hey, j'aime beaucoup ton immeuble, là, je te donne 300 000. » OK? Donc là, je dis « Wow! Hey, j'ai un gain de 100 000 dans quelques mois. » Là, peut-être que tu vas te demander où tu as trouvé ces prix-là, Jerry, là, dans le marché québécois. Là. C'est quoi, je pense, la maison à 300 000, c'est seulement un garage. Là. C'est juste un garage d'un immeuble. Là. Mais bon, regarde, je fais ça pour simplifier l'exemple. OK? Donc, je l'ai vendu à 300 000, j'ai fait un profit de 100 000. Ordinairement, ce 100 000-là, j'inclus 50 000 dans mon revenu imposable. Donc, 50 % du profit est imposable. Et le autre 50 % n'est pas imposable, c'est le taux d'inclusion des gains en capital. Là, cette règle-là, qu'est-ce que ça dit maintenant? C'est que, bon, le profit que tu as gagné, là, c'est plus un gain en capital. Parce que ton immeuble n'est plus un immeuble résidentiel, c'est un item d'inventaire dans une entreprise en plus. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? C'est que quand une entreprise revend un item d'inventaire à profit, le profit est imposé à 100 % comme revenu d'entreprise. Qui veut dire, dans mon exemple,
j'ai acheté à 200 000, je l'ai revendu dans 2 mois à 300 000, j'ai un gain de 100 000. Ce 100 000-là entièrement devient un revenu imposable. Et je dois m'imposer sur le 100 000 entièrement. Je n'ai plus le droit à l'exemption de 50 000 à cause du taux d'inclusion. Je n'ai plus le droit. OK? Donc, c'est quand même assez pénalisant. Premièrement, j'ai un revenu additionnel de 50 000 versus un gain en capital dans mon exemple, premièrement. OK? Deuxièmement, c'est un revenu d'entreprise, qui veut dire que dans ce cas-là, je dois m'imposer aussi sur d'autres contributions. Par exemple, Régime du Québec, par exemple, Régime québécois de l'assurance parentale. Parce que les entrepreneurs, comme employés, on verse dans ces programmes-là à moitié. Donc, notre employeur va les prélever à la source et va les envoyer au gouvernement. Et l'employeur va verser sa portion aussi. OK, au gouvernement. C'est à moitié-moitié qu'on paye ces programmes-là habituellement. OK? Mais un entrepreneur doit payer les deux bords. OK? Il doit payer employeur-employé. Il n'y a pas d'employeur pour l'entrepreneur. C'est lui l'employeur en plus d'être l'employé. Donc, il doit payer les deux en même temps. C'est là que c'est pénalisant. Autre aspect pénalisant, c'est le fait que donc, moi, je peux déjà entendre quelques commentaires. Vous allez me dire, « Ouais, mais Jerry, là, si j'ai résidé dans cet immeuble-là, ben, c'est ma résidence principale, n'est-ce pas? C'est ma résidence principale dans ce cas-là. Donc, si c'est ma résidence principale, ben, j'ai l'exemption. Je ne m'impose pas. J'ai résidé dans cet immeuble-là et je m'exempte avec la résidence principale. Le problème, c'est que du moment que vous déclenchez cette règle-là, votre immeuble n'est plus un immeuble résidentiel, c'est un item en inventaire, qui veut dire qu'on ne peut pas réclamer l'exemption de la résidence principale sur un item en inventaire, malheureusement. OK, bon. On a des exceptions à cette règle-là aussi. Exemple, le décès durant l'année. Exemple, une séparation dans l'année. OK? Donc, par exemple, on se sépare avec le conjoint, on avait acheté une maison, on se sépare à quelques mois plus tard et pour résoudre l'accord entre les deux ex-conjoints, il faut vendre l'immeuble. Ça, c'est une exception à cette règle-là. Autre exemple, on est obligé de déménager à cause d'un emploi. OK? Ça, c'est un autre exemple. Autre exemple, je vais héberger maintenant un proche admissible. OK? Donc, je dois vendre ma maison pour être capable de héberger un proche admissible dans une plus grande maison. Tout cela sont des exceptions à cette règle-là. Mais si vous ne tombez pas dans ces exceptions-là, malheureusement, et vous vendez l'immeuble résidentiel dans le 12 mois qui suit l'achat de l'immeuble, vous déclenchez cette règle-là, le revenu devient imposable à 100 au lieu de 50 comme les gains en capital standard. OK? Donc, on a tous les détails dans notre article de blog, qu'on a le lien directement dans la description de ce balado. OK. Quand même un petit peu complexe. Alors, Ouais. on passe au sujet suivant, qui est le crédit d'impôt pour la rénovation d'habitation multigénérationnelle. Oui, Je l'ai dit. absolument. Oui, exactement. Donc, c'est un nouveau crédit remboursable. Ça, c'est des bonnes nouvelles maintenant. On a eu la mauvaise nouvelle des reventes précipitées. Là, on a une bonne nouvelle qui est le crédit crédit multigénérationnel dans ce cas, pour les rénovations, pour un crédit multigénérationnel de rénovation. Bon, c'est quoi exactement ce crédit-là? C'est un nouveau crédit remboursable. Encore une fois, comme je l'avais mentionné, pour l'allocation canadienne pour les travailleurs. Même si vous n'êtes pas imposable, vous allez vous faire rembourser ce crédit-là quand même. OK, c'est ça l'avantage d'un crédit remboursable versus non remboursable. C'est là l'avantage. OK, donc, on donne un crédit remboursable pour les frais de rénovation pour la création d'un deuxième immeuble ou un immeuble secondaire, ce que le gouvernement appelle un immeuble secondaire. OK? Et le but, c'est d'héberger un proche, on va dire un proche admissible. Bon, les termes du gouvernement sont un peu, ils vont dire le proche admissible, la personne, l'aidant naturel qui va héberger, mais tout simplement, c'est le fait qu'un aidant naturel va héberger maintenant une personne de sa famille direct dans son immeuble et va avoir des frais de rénovation pour créer l'immeuble secondaire pour être capable d'héberger cette personne dans sa famille. C'est ça le but du crédit. Donc, le crédit comme tel, vous pouvez réclamer jusqu'à 50 000 de frais de rénovation et le crédit est à un taux de 15 Bon, qui sont les personnes maintenant qui sont admissibles à ce crédit? Bon, premièrement,
Premièrement, ça serait la personne, l'aidant naturel qui va héberger la personne admissible. Cette personne-là doit être au moins 65 ans durant l'année, donc 65 ans et plus durant l'année, ou ça doit être un adulte de plus de 18 ans, mais qui est admissible au crédit pour l'invalidité ou le crédit pour handicap, qui veut dire la personne est handicapée. OK? Donc, l'aidant naturel va héberger une personne de sa famille qui a 65 ans ou plus ou une personne qui est handicapée et est un adulte. OK? Donc, c'est ça la personne qui est admissible. OK? Le proche admissible, qui veut dire l'aidant naturel dans ce cas-là, doit être le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le fils, la fille, le neveu, la nièce, les enfants. OK? Donc, si c'est une de ces personnes-là qu'on va héberger, que l'aidant naturel va héberger, cette personne-là est admissible dans ce cas-là et le proche admissible est admissible. Bon, évidemment, qui peut réclamer ce crédit-là? Croyez-le ou non, c'est autant le proche admissible, qui veut dire l'aidant naturel, et la personne de la famille qu'on va héberger. OK? Donc, la personne à charge, en d'autres mots, les deux peuvent réclamer ce crédit. Un ou l'autre peut réclamer ce crédit-là. Et évidemment, pour être capable de réclamer le crédit, il faut qu'un de ces deux personnes-là soit propriétaire de l'immeuble, au moins. OK? Bon, j'avais mentionné que les frais de rénovation le but, c'était pour créer un immeuble secondaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un immeuble secondaire? C'est qu'elle doit avoir sa propre entrée privée, elle doit avoir une cuisine, elle doit avoir une chambre à coucher et une toilette. Ça prend ça pour être capable, pour que le gouvernement considère que l'immeuble est un immeuble secondaire. OK? Et du coup, on serait admissible à réclamer ce crédit remboursable. Donc, crédit très intéressant. Et autre particularité, bon, c'est quoi les rénovations qu'on peut réclamer? Bon, c'est toutes les rénovations qu'on appelle de nature durable, OK, dans la maison qu'on va effectuer. Et on peut seulement réclamer le crédit l'année que les travaux sont terminés. Donc, exemple, si on commence les travaux le mois de novembre 2023 et on va les compléter dans le mois de mars 2024, ça veut dire que c'est seulement en 2024 qu'on peut réclamer ce crédit-là et non pas au début. C'est vraiment à la fin, quand les travaux sont terminés, qu'on peut réclamer ce crédit. C'est quand même un très bon crédit. Oui, oui, le but du gouvernement, c'était, avec l'inflation des prix de l'immobilier qu'on a vu, là, ça devient très difficile dans ce cas-là pour les membres de la famille de résider eux-mêmes dans leur propre maison. Donc, dans ce cas-là, ça devient très avantageux de se dire, bon, on va prendre nos ressources ensemble, là, on va s'acheter une belle maison, puis je vais te créer une résidence secondaire, comme ça, je peux t'héberger, par exemple. Okay? Donc, c'était là le but du gouvernement. Et oui, effectivement, c'est un très bon programme du gouvernement fédéral. Parfait. Maintenant, on va passer à un crédit qui existe, peut-être qui a été modifié cette année, tu pourras nous l'expliquer. C'est la déduction pour outils pour les gens de métier. Oui. Donc, le changement, c'est pas grand-chose, honnêtement. Ils ont tout simplement augmenté la limite qu'on pouvait réclamer. Ils l'ont doublé tout simplement de 500 à 1000 $. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Premièrement, c'est quoi cette déduction-là? Déduction pour outils pour les gens de métier. Bon, tout simplement, si vous avez une personne si vous êtes un genre de métier, par exemple, vous êtes un plombier, par exemple, vous êtes un électricien, par exemple, ou vous êtes un mécanicien, par exemple, si vous êtes des genres de métiers dans ce cas-là. OK? Ces genres de métiers-là, si vous êtes obligé de vous acheter vos outils et que votre employeur ne vous rembourse pas le coût de l'achat de ces outils, vous avez le droit de déduire le coût de ces outils dans votre déclaration de revenus. C'est ça la déduction. OK? Et auparavant, dans les années passées, le gouvernement vous laissait seulement 500 $ de limite en termes de déduction pour les frais d'outils que vous avez payés. Là, le gouvernement fédéral a doublé ce montant-là à 1000 $ tout simplement. Ça, c'est le changement. OK. Maintenant, un thème qui est quand même assez important, ça affecte tout le monde qui a travaillé de la maison, c'est les frais de bureau à domicile, la méthode à taux fixe. Bon, Qu'est-ce qui arrive? on va rester. OK, je vais arrêter pour le drame. On va rester pour le drame.
C'est parti. Malheureusement, il n'est plus là. Il n'est plus là, malheureusement. Donc, Ida, ce que tu as mentionné, on avait une nouvelle méthode pour réclamer les frais de bureau à domicile durant la pandémie. À partir de 2020 jusqu'à 2022, on pourrait réclamer la déduction, la déduction pour les frais de bureau à domicile. Donc, par exemple, les frais de bureau à domicile avec ce que le gouvernement appelait le taux fixe, si entre ces années-là, vous étiez obligé plus de la moitié, plus de 50 du temps à travailler à la maison à cause de la pandémie, à cause du COVID-19. C'était quoi ce taux fixe? C'était que du moment que vous étiez admissible, d'après le critère que je viens juste de mentionner, encore une fois, obligé de travailler de chez vous pour plus de 50 du temps à cause de la COVID, là, vous pouvez réclamer une déduction de 2 par journée de travail. OK? Donc, ça simplifiait le calcul pour les frais de bureau à domicile, qui était une déduction existante dans la déclaration de revenus. Donc, qu'est-ce qu'on avait avant? C'était ce que le gouvernement avait appelé après la méthode détaillée, dont il fallait vraiment lister toutes les dépenses que vous avez qui sont admissibles, par exemple le loyer, par exemple l'électricité, le chauffage, par exemple votre Internet résidentiel. Et en plus, ça prenait un certificat de votre employeur, signé par votre employeur. Le formulaire, c'était ce qu'on appelle les conditions d'emploi. C'était le T2200 au fédéral, le TP 64.3 du côté du Québec. Il fallait que votre employeur le signe et que vous le gardez en main si le gouvernement effectuait une vérif. Donc, il y avait beaucoup de critères. Premièrement, le certificat de l'employeur. Deuxièmement, garder tous les reçus de toutes vos dépenses qui étaient admissibles. Et en plus, après ça, on pouvait seulement réclamer un pourcentage des dépenses admissibles d'après la superficie de votre bureau à domicile. Donc là, tu sais, il fallait mettre du tape là, pour voir, bon, ben c'est quoi mon bureau, là? C'est quoi la distance de mon bureau vis-à-vis le restant de ma maison? Je mettais un pourcentage et j'avais le droit seulement à ce pourcentage-là. Donc, vous voyez, c'était quand même assez lourd, là, en termes administratifs, de réclamer les frais de bureau à domicile auparavant. Le taux fixe, c'est départi de tout ça. La seule condition, c'était que vous étiez obligé de travailler de chez vous à cause de la COVID. Et en plus, tu n'avais pas, pas le certificat de l'employeur, tu n'avais plus besoin de certificat de l'employeur. Là, tu réclamais 2 par jour de travail. That's it. Bonsoir, c'est parti. OK, et là, c'était beaucoup plus simple. Malheureusement, le gouvernement s'est départi de ça à cause que la COVID n'est pas aussi prévalente qu'on le voyait entre les années 2020 et 2022 et 2023 même. Et là, malheureusement, c'est plus là. Mais c'était dit, c'était temporaire quand même, hein? On le savait. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, au niveau de la province de Québec, il y a eu une réduction des taux d'imposition. Oui, absolument. Donc, au Québec, les 2 premiers paliers d'imposition, le gouvernement les a réduits par 1 chacun. Donc, il veut dire que, par exemple, les premiers 49 000 et des poussières que vous avez gagnés de revenus seraient imposés à 14 au lieu de 15 alors que les prochains 49 000, donc jusqu'à 80, donc entre 49 000 et 98 000, est imposé à 20 Là, dorénavant, ils sont imposés à 19 Donc, ça, vous n'allez pas nécessairement voir l'effet immédiatement parce qu'on se dit, ben, si par exemple vous avez gagné 60 000, hey, je vais juste avoir au moins une réduction de 500 d'impôt. Puis c'est vrai parce que ton premier palier d'imposition, c'était 1 de 49 000. Donc, tu avais un 500 grosso modo, un peu en dessous de 500 comme réduction d'impôt. Mais sachez que c'était déjà reflété dans vos talons de paye. Donc quand vous avez, à partir du 1er juillet, vos employeurs ont réduit, c'est pas mal sûr que vous l'avez constaté déjà, votre employeur a réduit la retenue à la source pour l'impôt du Québec à partir du 1er juillet 2023. Donc, c'est déjà reflété dans vos relevés 1. Donc, vous n'aurez pas un gros effet, mais quand même, regarde, vous avez sauvé de l'argent. C'est quand même vous avez sauvé un montant assez important quand même, de 1 Et dernièrement, la règle sur les reventes précipitées des biens immobiliers résidentiels, le Québec aussi a des règles? Oui, ben, c'est les mêmes règles que le fédéral, tout simplement. Le Québec a suivi le fédéral et là, on ne peut pas s'échapper là, du côté du Québec. Malheureusement, c'est un revenu d'entreprise aussi, comme avec le côté du fédéral. D'accord. Alors, avant de terminer, nos ressources, où trouver des informations si on les cherche?
Oui, absolument. Donc, sur notre site web, impoexpert.ca, vous avez, par exemple, un onglet qui vous dit astuces et trucs ou quelque chose du genre. Placez votre souris dessus, vous allez avoir le blog d'Impôt Expert. Donc, le thème qu'on a parlé aujourd'hui, on a écrit un article très détaillé sur tous les critères, sur ces changements-là qu'on a discuté dans ce balado. Allez-y le consulter. On va même placer un lien directement dans la description de ce balado. N'hésitez pas d'aller le consulter. On vous donne beaucoup de renseignements sur notre site web, sur impoexpert.ca. Par exemple, le blog d'Impôt Expert, dont on écrit beaucoup d'articles sur des thèmes fiscaux. On a aussi notre page YouTube où on va se créer beaucoup de ces vidéos-là. Donc, par exemple, il y a des fortes chances que vous nous regardez présentement sur notre page YouTube. On offre ce balado-là aussi en audio seulement. C'est dans les balados où vous cherchez vos balados habituellement. OK? Et dans YouTube, on fait aussi d'autres vidéos d'instruction dont on parle de différents thèmes fiscaux et on vous apprend comment être plus efficace avec votre déclaration de revenus. En plus, on a des vidéos d'instruction sur le logiciel comme tel, sur Impôt Expert. Donc, comment je saisis un certain montant, comment je effectue un calcul d'un certain montant. En plus, beaucoup de ces changements qu'on a parlé maintenant, on va poster des vidéos d'instruction sur comment les réclamer. Par exemple, multigénérationnel, par exemple, la revente précipitée, comment on la déclenche dans le logiciel. Donc, tout cela se retrouve sur notre page YouTube, sur notre site web et aussi, on a notre page Facebook. On fait la foire aux questions qu'on a, qui est très populaire à chaque année. Là, vous pouvez me poser des questions directement. Donc, il faut juste aimer la page, là, puis vous allez avoir des notifications pour les prochaines sessions qu'on va donner. Donc, on vous donne tout cela, toutes ces ressources-là. C'est quoi le prix? C'est quoi le prix, Ida? Gratuit? Gratuit. Sans frais. Complètement gratuit. Et vous voyez, même la mise à jour qu'on vous donne maintenant, totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à utiliser les ressources qu'on vous offre carrément. Parfait. Merci beaucoup, Jerry. Cela conclut notre balado pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup, Ida. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, bonjour.